Bonjour, je suis ravie d'être à Bruxelles au moment de la BRAFA pour vous parler, comme me l'avait demandé Mathieu, de cette exposition Picasso érotique qui a eu lieu à Paris au printemps 2001. Scandaleuse exposition, je ne sais pas, c'est vous qui pourrez en juger, puisque la plupart des œuvres que je vais vous montrer aujourd'hui sont des œuvres qui ont été présentées à l'occasion de cette exposition et qui vont nous permettre de comprendre l'itinéraire de Picasso dans un domaine très particulier qui est celui de l'érotisme. On a souvent dit d'ailleurs que l'érotisme et l'œuvre de Picasso se confondaient parce que nous allons voir que c'est un thème qui est déjà présent très tôt dans son œuvre et qui se poursuivra, comme vous le voyez ici, notamment avec cette affiche que je vous montre d'une exposition qui a été présentée à la galerie Louise Leiris en 1968, de dessins réalisés par Picasso en 1966 et 67. On pourra vraiment dire que jusqu'à son dernier souffle, Picasso a voulu parler, traiter et évoquer l'érotisme, mais dans le fond, il a aussi une idée de la libido en tant qu'énergie vitale, bien sûr, et de cela, eh bien, il en est le représentant, l'acteur, le témoin, et également celui qui veut nous faire part de ses, non pas de ses découvertes, et pas tellement de son expérience, mais de nous faire partager peut-être son plaisir, son désir, et surtout de parler de quelque chose qui finalement est totalement universel. Et si je vous ai apporté des images de ces affiches de la galerie Leiris, voici de nouveau une affiche qui présente cette fois-ci des gravures récentes qui opposent ou met en scène ce qui est un vieux peintre, qui peut être Picasso lui-même, face à une jeune femme qui est à nu, le nu étant quand même l'un des sujets par excellence de l'histoire de l'art. Après tout, il y a 40 000 ans, sur les parois des grottes, il y a déjà des femmes nues. Donc c'est un thème vraiment très ancien, qui est presque consubstantiel finalement à l'être humain. Et pourtant, si l'on regarde, il y a là encore cette jeune femme nue à côté d'une femme plus âgée vêtue de noir, c'est parce qu'il y a aussi cette prégnance dans l'œuvre de Picasso d'un certain nombre de sujets littéraires et qui évoquent ce qui a été sans doute la suite gravée la plus importante de sa carrière, celle qu'on appelle les 347 gravures qui vont l'occuper pendant plusieurs mois en 1968, qui sont de nature extrêmement différente, où l'on voit d'ailleurs des jeunes femmes à côté de ce type de femmes qui ont en fait la Célestine. La Célestine, vous en avez certainement entendu parler, c'est un des personnages les plus célèbres de la littérature espagnole. Le roman éponyme a été publié en 1499 par Fernando de Rojas, qui met en scène une mère maquerelle, puisque la Célestine n'est rien d'autre qu'une mère maquerelle, qui va vendre une jeune femme qui répond au doux nom de Milibé à un jeune homme qui s'appelle Calixte. C'est un des romans les plus connus, les plus populaires de la littérature espagnole et qui apparaît dans l'œuvre de Picasso relativement tôt, autour de 1901, et que l'on voit surgir de nouveau en 1968. Il se trouve que la galerie Louise Leiris avait présenté cette suite des 347 gravures, dont je vous présente la gravure initiale, qui a reçu le titre de Picasso, sa vie, son œuvre. Ces titres ont été donnés par une historienne de l'art qui a élaboré le catalogue raisonné des gravures de Picasso jusqu'en 1996. Il s'agit de Brigitte Baird, qui était un personnage picaresque, il faut le dire, que Picasso aurait certainement adoré,
qui a repris le volume initial des gravures qui avait été élaboré par Bernhard Geiser et qui a donc poursuivi ce travail, un travail absolument colossal, parce qu'il faut quand même imaginer que Picasso a réalisé plus de 2000 gravures, et je ne parle même pas des états de chaque gravure, donc on est à un chiffre quand même relativement important. Picasso, sa vie, son œuvre, vous le voyez ici, dans ce costume qui est presque le costume d'un clown, avec à côté un homme portant chapeau, dans lequel certains ont voulu voir l'image de Jean Cocteau, pourquoi pas, un homme de force, un Hercule de foi, et au centre de la composition, une écuyère assez découverte, peut-on dire, qui est l'un des thèmes des 347 gravures. Dans cette série, on trouve effectivement le monde du cirque, le monde picaresque, les gentilshommes poursuivant des jeunes femmes. On trouve des gravures plus évocatrices finalement des événements de mai 1968, parce qu'il y a même une gravure dans laquelle on peut imaginer qu'il a représenté le général de Gaulle, ce qui prouve aussi l'humour de Picasso. Mais au sein de cette suite des 347 gravures, il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler un sous-ensemble, si vous me permettez cette expression, qui concerne Raphaël et la Fornarina, dont voici. Je vais toutes vous les présenter, ces gravures, parce que d'abord il faut dire qu'elles sont fort drôles. Et si vous me permettez de faire part de mon expérience personnelle, parce que j'ai été le commissaire scientifique de cette exposition présentée à Paris en 2001. Et vous imaginez aisément ce qu'est le rôle d'un commissaire scientifique. C'est celui qui va regarder tout le corpus des œuvres liées au thème de l'exposition, c'est-à-dire l'érotisme. Et donc j'ai baigné dans l'érotisme, si je puis dire, pendant des mois, avec parfois sidération, parfois fascination, souvent aussi des crises de fou rire absolument irrépressibles, et notamment devant cette série de Raphaël et de la Fornarina, et ensuite, évidemment, procéder au choix qui allait être le plus représentatif possible des différents axes choisis par Picasso ou qui se révélaient d'eux-mêmes dans le corpus érotique de l'œuvre. Il faut savoir que quand la suite des 347 gravures de Picasso a été présentée à la Galerie Léris en 1968, Raphaël et la Fornarina fait l'objet d'une présentation spécifique, puisque les 22 planches de Raphaël et de la Fornarina étaient présentées dans une pièce à l'écart des autres, dans laquelle ne pouvait pénétrer qu'un public averti et majeur. Et nous étions en 68 quand même. Donc ça peut paraître surprenant, mais il ne fallait pas que des yeux innocents voient ces gravures dont vous voyez ici les titres, et puis surtout dont vous voyez l'inspiration, puisque nous sommes dans ces gravures dans une mise en scène mettant face à face ou très proches l'un de l'autre, le grand peintre de la Renaissance Raphaël et sa maîtresse, la Fornarina, celle à qui Vasari a reproché d'avoir épuisé d'amour ce grand peintre et l'avoir fait mourir prématurément à l'âge de 37 ans. On imagine bien que c'est un thème qui a dû vraiment beaucoup amuser Picasso, lui qui, au moment où il peignait où il réalisait ses gravures, était en tout cas à ses yeux encore très verts, et que lui finalement, pour avoir aussi beaucoup pratiqué, aimé les femmes, n'en était pas pour autant mort d'épuisement. Et ces gravures, vous le voyez aussi, sont non seulement extrêmement amusantes, mais trouvent une source d'inspiration dans les estampes érotiques japonaises, dont on sait maintenant qu'il avait une collection. L'une de mes collègues, Malène Goal, du musée Picasso de Barcelone, a montré récemment dans une exposition les relations qui pouvaient exister justement entre ces estampes érotiques japonaises et la série donc de Raphaël et de la Fornarina, dont vous voyez ces gravures ici.
Inutile de vous dire, bien sûr, que lorsqu'elles ont été présentées à la Galerie nationale du jeu de paume au sein de l'exposition Picasso érotique, elles ont été présentées sur les murs sans aucune précaution particulière, ce qui veut dire qu'à peine plus de 30 ans après la présentation chez Louise Leiris, on pouvait présenter le corpus érotique de Picasso sans prendre aucune précaution. Non pas que les questions n'aient pas surgi à ce moment-là. On nous a demandé si nous avions prévu d'interdire l'exposition aux mineurs. Non. Est-ce qu'on allait autoriser les groupes scolaires? C'est une question assez étonnante, mais on a dit, écoutez, si les groupes d'enfants veulent visiter l'exposition Picasso érotique, c'est la responsabilité de leurs professeurs et de leurs enseignants. Mais le jour du vernissage, nous avons quand même remarqué qu'une ribambelle d'enfants éclatait de rire devant ces gravures de Raphaël et la Fornarina. Ils riaient, ils n'en étaient pas choqués. Il faut dire sans doute que les enfants de 2001 étaient peut-être plus avertis de la chose que les enfants de 1968, mais en tout cas, tout ceci était absolument bien, bien accepté par le public. Et je dirais que finalement, paradoxalement, le reproche que nous avons pu lire dans la presse était que nous n'étions pas assez audacieux, que nous n'étions pas assez crus, que nous n'étions pas assez salaces, ce qui est tout à fait extraordinaire et qui nous étonnait un peu. Mais en même temps, ça n'était pas forcément non plus le but de l'exposition, parce qu'un commissaire d'exposition, un commissaire scientifique ne peut pas se contenter d'accrocher des œuvres les unes à côté des autres sans qu'il y ait un propos, et justement un propos scientifique. Et pour nous, pour cette exposition, qui était quand même une exposition sur un thème qui n'avait quasiment jamais été abordé, l'une des rares expositions qui, avant la nôtre, avait évoqué Picasso érotique, était celle du musée Picasso de Barcelone en 1979. Et celle qui avait suivi était uniquement consacrée à la suite des 347 gravures. Donc l'on peut dire que l'exposition qui a d'abord été présentée à la Galerie nationale du jeu de paume en 2001, je vous présente d'ailleurs le lieu, et qui a ensuite voyagé à Montréal pour l'été 2001 et ensuite au musée Picasso de Barcelone, est une exposition qui se voulait non pas exhaustive, c'était impossible pour un artiste qui a produit plus de 36 000 œuvres durant sa vie d'artiste, mais quand même nous présentions 336 œuvres qui étaient des peintures, des gravures, des dessins, des carnets de dessin, des sculptures qui tentaient avec ce corpus de présenter, comme je vous le disais à l'instant, les différents axes qui se dégageaient de l'œuvre érotique de Picasso. Sachant bien sûr, et c'est important, que nous présentions des œuvres qui pour la moitié n'avaient jamais été montrées, soit qu'elles se trouvaient dans des collections privées qui acceptaient pour la première fois de les prêter, soit que nous avions réussi à pister des œuvres que l'on connaissait parce qu'elles avaient été reproduites, mais dont la localisation était inconnue, et que le public allait découvrir pour la première fois accroché sur un mur d'une galerie d'exposition, soit parce qu'elles se trouvaient dans les musées, mais que les musées refusaient de les accrocher au mur, le cas par exemple des musées américains qui n'osaient pas présenter des œuvres aussi audacieuses et qui, à leurs yeux, ne relevaient plus forcément de l'érotisme, mais peut-être de la pornographie ou de l'obscénité. Donc, le débat, fameux débat, où s'arrête l'érotisme et où commence la pornographie. Et dans le fond, nous n'avons pas eu de ces questions. Nous avons voulu présenter véritablement l'œuvre. Et vouloir présenter l'œuvre, c'est aussi une position qui était celle
ne pas aller comme peut-être on le ferait aujourd'hui, cette époque que nous vivons qui a la tyrannie de la transparence, qui est absolument insupportable et qui viole en permanence l'intimité des uns et des autres, que ce soit des personnes anonymes ou que ce soit des personnes publiques. Ce que nous avons voulu, c'est justement éviter d'aller dans l'intimité amoureuse de Picasso. Ceci ne nous regardait pas. Cette exposition ne s'est pas basée sur la correspondance amoureuse de Picasso, par exemple. Elle a été un moment au musée Picasso, dans les archives que nous avons récupérées, et tout ce qui relève d'une correspondance amoureuse a été restitué à la famille Picasso, parce qu'il nous semblait que c'était des documents privés et qui ne devaient pas tomber dans n'importe quelle main. Et nous avons également jugé que dans le fond, ce n'était pas forcément la peine, parce que l'homme Picasso, il est tout entier dans son œuvre, et qu'il suffit de regarder les œuvres pour avoir une idée de l'homme, de ses passions, de ses amours, de ses fantasmes, de ses refoulements, de ses désirs, de ses plaisirs, de ses compagnes, de celles qu'il représente amoureusement, qu'il offre, qu'il nous offre, et puis celles qui n'apparaissent pas dans le corpus érotique. Et c'est aussi extrêmement intéressant d'observer que certaines apparaissent et que d'autres n'apparaissent pas. Pourquoi certaines sont liées justement au plaisir de la chair et d'autres pas. Donc ça, c'était évidemment intéressant aussi pour nous. Et il faut se rappeler de ce que Picasso disait lui-même. L'art n'est pas chaste. On devrait l'interdire aux ignorants innocents, ne jamais mettre en contact avec lui ceux qui y sont insuffisamment préparés. Oui, l'art est dangereux, ou s'il est chaste, ce n'est pas de l'art. Et c'est un axe de réflexion qui est propre à Picasso, et nous allons voir justement ensemble que pour certaines œuvres, il lie véritablement l'art et la chair. Alors cette exposition, elle a été accompagnée d'un catalogue, bien sûr, un catalogue auquel a participé le graphiste Philippe Ducas, qui a imaginé un catalogue en forme de clin d'œil. Un clin d'œil que nous nous permettions dans le catalogue, parce que voici la couverture donc de ce catalogue, d'une exposition qui avait été organisée donc à l'époque par la Réunion des musées nationaux, le musée Picasso et la Galerie nationale du Jeu de Paume, avec donc les deux partenaires qui étaient le musée des Beaux-Arts de Montréal et le musée Picasso à Barcelone. Et vous voyez ce rectangle qui se trouve au centre, qui est en fait une fenêtre qui dévoilait ceci, qui est une petite gravure intitulée « Fragments de corps de femmes », qui date du 28 décembre 1960, qui était une illustration pour un ouvrage intitulé « Les livres de Picasso », réalisé par l'éditeur Pierre-André Benoît. Et bien sûr, si on soulevait la jaquette, eh bien, on pouvait voir la gravure. Nous nous sommes permis ce clin d'œil dans le catalogue parce que nous avons refusé de le faire dans l'exposition. Ce que nous avons donc refusé, c'est l'intimité amoureuse de l'homme Picasso qui ne nous regardait pas, et deuxièmement, nous avons voulu éviter de tomber dans l'anecdote, dans ce qui pouvait paraître une mise en scène. Certains de nos partenaires n'ont pas hésité à le faire. Le musée des Beaux-Arts de Montréal, par exemple, à l'entrée de l'exposition, avait reconstitué une chambre de maison close. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas voulu. Nous n'avons pas voulu rendre anecdotique l'œuvre de Picasso. Nous voulions montrer que l'érotisme chez Picasso était une part essentielle, pour ne pas dire la plus grande part de l'œuvre, et qu'il fallait regarder ses dessins à la fois pour ce qu'ils étaient, émouvants, troublants, scandaleux,
certes, mais également pour ce qu'ils étaient pour l'artiste Picasso, c'est-à-dire aussi une problématique de peintre, une problématique plastique. Et rendre la chose anecdotique, par exemple, comme on nous l'avait suggéré, mettre une serrure et regarder par le trou de la serrure un dessin érotique nous paraissait totalement déplacé. C'était vraiment quelque chose qui n'entrait pas dans notre propos parce que nous voulions, je vous le répète, vraiment rester sur l'œuvre et ce qu'elle apportait. Et bien sûr, ça n'était pas forcément facile. C'est là d'ailleurs la raison aussi pour laquelle nous avons, pour la première fois, choisi de ne pas placer au sein d'une exposition des panneaux pédagogiques. Parce que nous nous sommes dit, à quoi bon installer des panneaux pédagogiques dans une exposition? Il nous semblait que des œuvres érotiques pouvaient facilement se passer de panneaux pédagogiques. Pourquoi expliquer que telle femme avait était l'amante de Picasso de telle date à telle date? C'était des éléments qui pouvaient facilement se retrouver dans le catalogue ou dans le petit journal de l'exposition. Pas non plus expliquer pourquoi tel choix, tel type de représentation. Ce que nous avons voulu, c'est que le spectateur se déplace dans l'exposition totalement libre, qu'il se sente finalement aussi libre face à l'œuvre que Picasso l'était lui-même en réalisant l'œuvre. Picasso a toujours été un homme d'une extrême liberté, d'une extrême audace, et surtout, il nous fallait laisser naviguer le spectateur de façon à ce qu'il sente également, tout simplement parce que les œuvres étaient parfois, comme je vous l'ai dit, troublantes, gênantes, émouvantes ou même poignantes, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que la plupart des œuvres que nous avons présentées, notamment les carnets de dessins ou des tout petits dessins, étaient des œuvres que Picasso gardait par-devers lui, qui n'ont jamais été des œuvres qu'il destinait à être exposées dans des galeries ou dans des musées. Il s'agissait d'œuvres intimes, bien sûr, d'où parfois leur extrême liberté. Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé de ce dévoilement de cet aspect de son œuvre. Je pense qu'il n'en aurait pas été choqué, certainement, mais en tout cas, il faut avoir ceci à l'esprit. Les tableaux, oui, bien sûr, il les a présentés, mais pas les dessins. On était vraiment dans le registre de l'intime et c'est ça qui nous paraissait intéressant. Et c'est dans le fond la raison pour laquelle nous n'avons pas eu besoin d'aller consulter de nouveau la correspondance amoureuse, parce que l'œuvre, et seulement l'œuvre, en disait finalement autant sur l'homme que sur l'artiste. Et puis ce qui était intéressant, c'est que ce que j'ai moi-même observé comme visiteuse de l'exposition sur laquelle j'avais travaillé, c'est que cet ensemble de dessins était finalement des dessins qui laissaient libre cours aussi à l'imagination du visiteur, qui pouvaient lui rappeler des éléments de sa vie, des expériences de sa vie. Et c'est tout à fait caractéristique, là aussi, de Picasso, c'est ce caractère d'universalité qui lui est propre et qui permet à un visiteur de s'approprier l'œuvre. Et l'œuvre qu'il souhaite s'approprier parce que, d'une façon ou d'une autre, elle évoque des éléments ou des expériences de sa vie, et donc ces dessins étaient certainement plus parlants que n'importe quel document, lettre sur l'homme Picasso.